Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, c'est votre débat chaque soir 19h30 en direct, 23h30 et à revoir sans modération sur notre site lcp.fr. C'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, vous vous en souvenez, j'en suis sûr, celle d'étendre le périmètre de l'assurance chômage. C'est vrai que ça avait été une promesse qui avait fait déjà pas mal couler d'encre. On va parler évidemment du déficit de l'UNEDIC parce qu'il y a 4 milliards d'euros et une dette cumulée de presque 30 milliards d'euros. C'est vrai que ça paraît être une promesse difficile à tenir. L'idée, c'est d'étendre ce périmètre à l'assurance chômage aux démissionnaires, bien sûr, mais aussi aux indépendants. Il y aura les artisans, les professions libérales. Et c'est vrai que quand on fait le calcul, on arrive à une mesure qui coûterait entre 8 et 14 milliards d'euros. Les négociations commencent avec les partenaires sociaux parce que l'UNEDIC est géré paritairement. Ça commence demain au MEDEF. C'est des rounds de réunions qui vont durer jusqu'au mois de février. Et on va faire le point ce soir sur la mise en place concrète d'une promesse de campagne. Est-ce que c'est possible? Oui ou non? Et puis on parlera évidemment de la philosophie d'Emmanuel Macron, la flexi-sécurité, c'est comme ça qu'il envisage les choses. Alors certains considèrent qu'il y a trop de flexibilité, pas assez de sécurité, au moment d'ailleurs où des salariés commencent à s'inquiéter de ces conventions collectives, ces ruptures, ces conventions collectives qui permettraient à PSA ou à Pimki de se séparer de collaborateurs grâce bien, à une des conséquences directes des ordonnances travail. LCP.fr bien sûr, le JDD qui est notre partenaire, je les remercie pour leur fidélité et je vous présente mes invités. Ils sont 3 ce soir, mais ils seront 4 dans quelques instants. Danielle Simonet, bonsoir. Bonsoir. Oratrice de la France Insoumise. On dit bien oratrice. Oui. Non mais c'est important ce terme oratrice, et coordinatrice du Parti de gauche. On vous écoutera évidemment sur ces négociations qui vont démarrer dès demain. À vos côtés, Denis Gravouille, bonsoir. Alors vous serez autour de la table demain au MEDEF, vous allez commencer ces rounds de négociations. Vous êtes secrétaire national de la CGT en charge de la négociation justement sur l'assurance chômage. Je n'ai pas dans mon introduction expliqué tous les thèmes qui allaient être évoqués, mais il y a aussi le contrôle évidemment des demandeurs d'emploi et une réflexion plus globale sur la gouvernance de l'UNEDIC. Ça c'est un point évidemment important et on en parlera. Michel Chassang, bonsoir. Bonsoir. Vice-président de l'UDP. Alors c'est un cycle qui n'est pas connu, mais qui pèse lourd. Vous êtes par ailleurs le président de l'UNAPL. Vous représentez donc les professions libérales intégrées à l'UDP. L'UDP, c'est 2,3 millions d'adhérents, à la fois des professions libérales, mais aussi des artisans. Et vous êtes aux premières loges, évidemment, sur cette question, parce que les artisans pourront peut-être toucher le chômage, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je vous vois déjà dubitatif. Et puis notre quatrième invité va nous rejoindre, j'en suis sûr. Il est actuellement avec le Premier ministre, pour tout vous dire. Regardez ce sujet réalisé par Loris Boichon. Il nous explique tout, en tout cas tout ce que l'on sait, sur ces négociations qui attendent les partenaires sociaux. L'idée la plus générale, c'est de permettre presque à tous de bénéficier du chômage. Regardez. En réformant l'assurance chômage, Emmanuel Macron veut concrétiser 3 promesses de campagne. La première, ouvrir les droits au chômage à 2 catégories de la population. Les indépendants, comme les chefs d'entreprise ou les agriculteurs. L'indemnisation serait versée seulement en cas de faillite, selon les premières pistes de la réforme. Un filet de sécurité qui pourrait prendre la forme d'un forfait de 700 à 800 euros par mois, pendant 6 mois à 1 an. De leur côté, les démissionnaires pourraient aussi prétendre aux indemnisations chômage. Ce droit serait utilisable une fois tous les 5 ans, à condition d'avoir un projet professionnel. La CFDT met en garde. S'agissant par exemple des démissionnaires, la CFDT est très attentive à ne pas créer d'effet d'aubaine pour des gens qui seraient déjà très employables par exemple, et qui pourraient se dire ma foi, je démissionne et j'ai le droit à quelques mois d'indemnisation tranquille avant de rechercher du travail. C'est vraiment ça qu'il faut éviter à tout prix. En contrepartie de cette mesure potentiellement très coûteuse, le gouvernement souhaite durcir le contrôle des demandeurs d'emploi. La deuxième promesse d'Emmanuel Macron. Des sanctions financières existent déjà pour les chômeurs indemnisés qui manquent à leurs obligations. Aujourd'hui, s'ils refusent à la suite 2 offres d'emploi jugées raisonnables, s'ils déclinent une offre de formation ou s'ils ne recherchent pas assez activement du travail, un chômeur perd 20% de ses allocations pendant 2 à 6 mois. 50% en cas de récidive. Selon le Canard enchaîné, la punition pourrait être désormais plus sévère. Si le chômeur ne remplit pas ses obligations, il pourrait voir ses allocations chômage amputées de moitié pour 2 mois et carrément supprimées, toujours pour 2 mois, en cas de manquement répété. Chaque demandeur d'emploi devra aussi remplir un rapport d'activité mensuel. Il regroupera toutes ces démarches pour revenir sur le marché du travail. Pour mettre en œuvre cette politique, les 200 contrôleurs actuels de Pôle emploi devraient passer à 1000 d'ici 5 ans. Mais pour la CGT, ce n'est pas une priorité. La mission première, c'est pas de surveiller les chômeurs, c'est de leur trouver du boulot. C'est toujours dans cette lignée, les chômeurs égale fraudeurs. C'est quand même
scandaleux de faire comme ça. Enfin, dernière promesse de campagne au menu de la réforme, l'instauration d'un système de bonus-malus pour les entreprises. Un patron qui signe beaucoup de contrats précaires paierait plus de cotisations patronales que celui qui crée des emplois stables. Objectif, freiner le recours aux contrats courts face à l'explosion du nombre de CDD de moins d'1 mois. Le gouvernement veut aller vite. Après les négociations entre les partenaires sociaux, le projet de loi passera devant le Parlement au printemps pour une adoption définitive, a priori avant la fin de l'été. Voilà, il y a beaucoup évidemment de choses dans les travaux qui vous attendent. C'est un peu les travaux d'Hercule. Il y a l'apprentissage et la formation. Ce sera un projet de loi global. Une fois n'est pas coutume, je vais donner la parole aux partenaires sociaux. Vous m'en voulez pas, Daniel Simonet. Pas de souci. Un mot d'abord, et on va évoquer cette question de l'extension du périmètre, mais un mot sur la gouvernance. Parce qu'il y a un vrai débat. Emmanuel Macron avait expliqué quand même qu'il serait possible que tout ça soit géré par l'État. En creux, vous n'avez pas été capable, vous les partenaires sociaux, de trouver de solutions pour réduire les déficits. Et après tout, comme les partenaires sociaux n'ont pas réussi à trouver de solution, eh bien c'est l'État qui va gérer. Est-ce que cette idée-là est toujours, comme on dit, dans le tuyau? Est-ce qu'Emmanuel Macron a toujours dans l'idée de reprendre cette gestion de l'assurance chômage, ou il vous laisse, vous les partenaires sociaux, gérer ce dossier? Ça vous a pas échappé ce qu'avait dit Emmanuel Macron? Oui, bien sûr. Mais Emmanuel Macron a été très violent parce qu'il a une autre vision du système de la protection sociale. Nous, la protection sociale, elle doit être gérée par les organisations syndicales de salariés et les organisations patronales. C'est sa logique, c'est parce que on gère des cotisations. Lui, il est passé à un système où on passerait d'un système de cotisation ouvrant des droits à un système de charité publique qui ouvrirait, à travers la CSG, qui ouvrirait des droits forfaitaires. Et là, on se retrouve, c'est assez curieux, on a signé une déclaration commune, tous les organisations syndicales et patronales, pour dire qu'il y avait quand même quelques fondamentaux auxquels on tenait. Donc vous craignez à ce qu'on touche finalement à ce pilier? On pense qu'on est les mieux placés parce qu'on connaît le mieux la situation des salariés que Emmanuel Macron, ou peut-être que les employeurs diront la même chose pour les employeurs, mais en ce qui nous concerne, on pense qu'on connaît mieux la situation des salariés qu'Emmanuel Macron, qui a sans doute jamais connu le chômage. Pas touche à mon assurance chômage, parce que le président, avec les déficits cumulés... Des tas de choses à changer. Sur la dette, par exemple, sur la dette de l'UNEDIC, on sait qu'il y a eu une instrumentalisation de la dette qui doit être revue. Mais par exemple... Attendez, instrumentalisation, c'est-à-dire qu'on a gonflé la dette, Ça veut dire que, par exemple, la dette, elle se réduit relativement rapidement quand on a une période de remontée du chômage. L'assurance chômage, c'est quelque chose qui est très très contracyclique. Là, on nous annonce que déjà dès 2022, la dette va se réduire de moitié. Donc parce que le chômage baisse d'ailleurs là. Y compris, il y a un jeu patronal dans les négociations à nous dire la dette est insupportable. Ça a fini peut-être par donner des idées à Emmanuel Macron. Ah bah oui, on y arrive. Mais la réalité, c'est que juste après, 3 jours après les négociations, on nous dit attention, c'est bon, maintenant, il faut rassurer les investisseurs. On emprunte à des taux extrêmement réduits et on a de quoi payer les allocations chômage pendant 10 ans. Michel Chassan, je vous pose la question à vous. Est-ce qu'il faut réfléchir à une nouvelle gouvernance, ou est-ce que vous dites les partenaires sociaux font très bien le travail, ils vont réussir à trouver des solutions et ce déficit va baisser? Non mais attendez, on est ouvert à toute hypothèse. Le sujet, c'est qu'il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on indemnise des gens qui sont au chômage, qui donc ont pu leur emploi, pour leur assurer donc de quoi vivre. Et c'est financé comment? Par des cotisations. Ces cotisations, elles sont financées sur quoi? Elles ne sont pas suffisantes. Elles sont pas suffisantes, puisqu'il y a un déficit. Non, attendez, elles sont financées sur les salaires. Et les salaires qui payent ces cotisations, eh bien, c'est évidemment, d'une part, les employeurs, sur les salaires qui versent à leurs salariés, et les salariés, qui ont une part salariale. Bon, il n'est donc pas illégitime du tout que tout ceci soit géré de façon paritaire entre les employeurs et les salariés. Voilà. Alors après, la difficulté, c'est que l'État a une mauvaise habitude. Il le fait dans l'assurance maladie, il le fait dans la sécurité sociale en général, il le fait aussi pour tout ce qui concerne le chômage et autres sujets. C'est-à-dire qu'il s'immisce dans tous les débats. Et donc il veut finalement ne pas financer, et dans le même temps, il voudrait finalement piloter à la place des autres et nous ramener finalement au rang de figurants. Alors c'est pas exactement notre philosophie. Nous pensons que tant qu'aujourd'hui, j'ai fini 30 secondes, tant que aujourd'hui c'est assis sur des cotisations sociales, eh bien, on continue. Les partenaires sont légitimes. Ah, ceci étant dit, il y a une petite révolution quand même qui est en train de s'amorcer. Il ne vous a pas échappé que les cotisations sociales dont les salariés
vont disparaître au profit d'une augmentation de la CSG 1,7. de 1,7. Et donc, effectivement, l'État estime qu'il est plus légitime qu'avant à intervenir. Avec une augmentation du pouvoir d'achat, c'est l'argument que tiendra Aurélien Taché, puisqu'il va nous rejoindre, j'en suis sûr. Oui, mais donc qu'est-ce que vous en pensez, vous, Daniel Simonet ? Le projet de Macron est un projet libéral qui veut étatiser l'assurance chômage, mais il veut également imposer sa même philosophie sur les questions de retraite, sur les questions de l'ensemble de la sécurité sociale. Or, on a un héritage du Conseil national de la résistance qui, comme vous l'avez dit précédemment, c'est basé sur les cotisations. Et donc c'est le salaire socialisé qui permet de garantir des droits aux travailleuses et travailleurs de ce pays. Et c'est extrêmement important comme principe. Et quand M. Macron commence à aborder l'ensemble de ces mesures concernant l'assurance chômage, en voulant faire croire que finalement ces chômeurs, ils bénéficient de la société cette assurance chômage, alors faut absolument qu'ils se mettent à rechercher plus activement un travail. Ils cherchent à faire croire que les chômeurs sont responsables, coupables de leur situation de chômage. Or, il essaye aussi de dire qu'ils doivent quelque chose à la société, comme si l'État, finalement, dans un élan de charité, demain, accorderait ou pas l'assurance chômage. Or, c'est un droit. C'est pour ça que la question de l'assurance chômage gérée par les salariés et par les partenaires sociaux, bon, ce terme de partenaires sociaux, mais moi, les patrons, on peut le dire, il ne me plaît pas spécialement, parce que, en vérité, on parle de paritarisme, mais les salariés sont plus nombreux dans ce pays. Ça n'a pas toujours été la parité dans la gestion les cotisations de la ne sont protection plus sociale. Suffisantes. Voilà. Mais pourquoi est-ce que les cotisations, ensuite, quand vous le dites, sont soi-disant plus suffisantes ? D'abord, comme ça a été dit précédemment, si vous avez enfin une politique volontarisme au faveur de l'emploi, non pas de chasse aux chômeurs, mais de création d'emplois, réduction du temps de travail, par exemple. Regardez, la seule période où une politique publique a permis d'agir pour lutter contre le chômage et créer de l'emploi, c'est quand on a fait les 35 heures. Et pourtant, la loi était imparfaite. Donc, ayons une politique volontariste de baisse du temps de travail pour être plus nombreux à travailler, d'augmentation des salaires, parce que les petites entreprises, elles ont besoin de carnets de commandes. Et pourquoi elles ont besoin de pour avoir un carnet de commandes, il faut avoir des gens qui ont les moyens d'y répondre. Balayons pas à pas les sujets. Revenons, on était sur la gouvernance. Vous avez répondu, vous, les partenaires sociaux. C'est à suivre, évidemment, parce que c'est un sujet, j'imagine, que vous observez de près. C'est le plus nébuleux, puisque c'est pour ça que je commençais par le plus nébuleux. Et le plus flou sur ce qu'il veut faire. Mais on voit bien sur la CSG que il veut étatiser. C'est 1,7 et évidemment il y aura moins de prélèvements de cotisations, donc le débat est soulevé sur l'objectif. Nous n'avons pas renoncé à faire en sorte qu'il y ait une cotisation salariale, et en l'occurrence, puisque vous avez passé une représentant de la CFDT juste avant, je sais que nous allons avoir une demande commune des syndicats de salariés à dire il faut maintenir la cotisation salariale, et ça c'est légitime pour garder cette gestion paritaire, parce que le débat est posé. Sur l'objectif philosophique, juste sur ce que proposait Emmanuel Macron en promesse de campagne, vous les avez entendus, vous étiez vous-même en campagne. Qu'est-ce que vous êtes dit, vous, quand vous avez entendu cette promesse ? Vous dites, on rase gratis, parce qu'on est en campagne électorale. Là, les choses deviennent sérieuses, il y a des négociations. Est-ce que vous dites ce soir que c'est possible que les adhérents de l'UDP puissent, lorsqu'ils arrêtent leur activité, lorsqu'ils ferment leur entreprise, toucher le chômage, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui? Bon, vous avez compris deux sujets. Il y a le sujet des salariés, avec l'épineux problème des salariés démissionnaires, puisque jusqu'ici, pour toucher le chômage, il faut... Il y avait des exceptions pour les démissionnaires, déménagement... de conditions à remplir, et le salarié démissionnaire, d'une façon générale, c'est plus compliqué que ça. Ne touchez pas le chômage. Ne touche pas le chômage, et donc il s'agit de le faire bénéficier de cela, dans certaines conditions. Et après, il y a les indépendants qui, aujourd'hui, n'ont pas de chômage par définition. Il s'agit d'abord de définir ce qu'est exactement le chômage pour les indépendants, d'autre part de fixer dans un certain nombre de conditions et de voir si c'est opportun. Alors, la réaction que nous avons à nous, c'est que c'est logique, c'est-à-dire qu'on comprend parfaitement le raisonnement du gouvernement qui consiste à dire il faut favoriser les mobilités et faire en sorte qu'il y ait plus d'équité entre les différents statuts, à la fois le statut salarié, le statut indépendant. Il y a de moins en moins de salariés, il y a beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui nous entendons tout ça. Le sujet, c'est qu'on oublie une question fondamentale, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, c'est beaucoup plus compliqué. Ça commence mal les négos. Mais oui, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que d'abord, on voit bien que ça peut être l'open bar. C'est ce que dit la syndicaliste. C'est un petit peu ce que laisse entendre la représentante de la CFDT. Oui. Ça veut dire qu'il peut y avoir des effets d'aubaine extraordinaires, aussi bien chez les salariés que chez les indépendants. Et puis, il y a un problème d'esprit pour ce qui concerne les indépendants. C'est-à-dire que pour les indépendants, nous considérons qu'on n'est pas salarié. Ça va vous paraître évident, mais
on n'est pas salarié. N'étant pas salarié, on n'a pas le même statut. Et donc, on n'a pas exactement les mêmes problématiques. C'est-à-dire que lorsque vous choisissez... Moi, j'appartiens à une profession où je peux très bien être salarié comme indépendant. Si je suis indépendant, c'est parce que j'ai choisi. Et donc vous cotisez, vous, en privé, pour payer votre chômage. Je suis indépendant, j'ai choisi et j'ai accepté de prendre le risque qu'en cas de pépin, en cas de difficulté, eh bien, je m'assure. Je m'assure pour ce risque-là. Sans filet, à moins de cotiser voilà. privé. C'est ça, être indépendant. Donc, si vous voulez, pour nous, on a un raisonnement un tout petit peu donc différent. Donc ça tue un peu le mot d'indépendant, puisque si on donne le chômage... C'est pour ça qu'on essaie finalement de construire un système qui est un système qui épouse celui d'une certaine catégorie dont on parlera certainement dans le cours du débat, c'est celui des travailleurs pseudo-indépendants qui en fait sont des salariés déguisés des plateformes. C'est ça. Voilà. C'est ça le sujet. Et on essaie de calquer ce modèle, qui est un modèle assez baroque, assez nouveau, pour le moins qu'on puisse dire, qui concerne en fait assez peu de gens, mais qui potentiellement peut en concerner. Mais c'est comme la société dont a beaucoup parlé Emmanuel Macron pendant sa campagne. Ces jeunes qui créent leur entreprise, ces jeunes qui développent leur business. C'est le modèle libéral. C'est ça. Le modèle de ça Macron. existe, vous le Oui, croisez. mais le modèle de Macron, c'est l'ubérisation. Le modèle de Macron, c'est l'ubérisation de la société. On lui avait beaucoup reproché pendant la campagne, ça. Bien sûr, c'est pour ça qu'il a d'ailleurs tout fait pour casser le code du travail à travers ses ordonnances. Et son modèle, c'est le modèle du travailleur sans droit. C'est ce que demandait d'ailleurs le patron de Uber, c'était sa phrase. Hein. Je rêve d'un monde du travailleur sans droit. Et il faut distinguer... Énormément d'auto-entrepreneurs aujourd'hui ne le sont pas par choix et sont dans des rapports de subordination. Le livreur à vélo, le chauffeur VTC qui fait finalement exactement le même métier que celui de taxi, mais c'est une plateforme qui va s'en mettre plein les poches sur son dos et qui va par ailleurs faire payer ça très cher aux taxis, aux artisans taxis qui vont le payer durement avec une concurrence déloyale. Donc vous dites mais plein d'autres secteurs 2 mois de négociation, c'est pour ces salariés uniquement. D'accord. Se mettent à être ubérisés. Donc, voyons voir. D'abord, premièrement, beaucoup de salariés dans ce pays qui deviennent au chômage ne perçoivent pas d'indemnité. Plus d'1 sur 2, puisque je crois que c'est 46% finalement qui sont indemnisés. Donc déjà, faisons en sorte que tous les chômeurs soient indemnisés. Déjà cela. Première priorité. Okay. Ensuite, concernant les auto-entrepreneurs et les travailleurs indépendants qui aspireraient au statut de salarié, créons les conditions pour qu'ils puissent être qualifiés en salariés et qu'on mette un terme au salariat déguisé, qu'on permette cette requalification. Maintenant, il y a des expériences intéressantes. Moi, je pense à la structure Copanam, de coopérative de travailleurs indépendants et qui permet à des travailleurs indépendants, tout en étant maîtres de l'activité qu'ils développent, d'avoir un statut équivalent à celui de salarié dans une coopérative et qui leur permet justement de cotiser pour bénéficier de l'ensemble de ces droits. Denis Gravouille, juste une question simple. Il y a deux débats qu'on lance. Sur le premier, qui est l'effet d'aubaine. Votre collègue de la CFDT dit il y a un peu la tentation de Venise, il y a ce risque pour un salarié qui est tout à fait bien employé, qui n'a aucun souci de se dire tiens, pendant un certain nombre de mois, parce qu'il y aura un débat dans les négos sur la durée d'indemnisation, moi je me prends 7 mois, 8 mois de vacances ou de repos. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là dans la tête d'un salarié qui se dit c'est une belle aubaine? Le vrai risque, l'effet d'aubaine, il n'existe pas au niveau des salariés. À mon avis, il existe au niveau de certains employeurs. On le voit déjà. C'est de la faute des patrons, là, si le salarié s'en va. Parce qu'on a déjà quelques exemples. On a déjà un effet, par exemple, quand on regarde les ruptures conventionnelles, qui ont remplacé les licenciements économiques pour une bonne part. On va en parler ce soir. On a un pic énorme de rupture conventionnelle à 58-59 ans. Il y a des gens qui, en fait, sont poussés par la sortie, en gros en pré-retraite, aux frais de l'assurance chômage, en attendant l'âge de la retraite. D'accord, ça c'était hier, c'est dans le vieux monde, ça. En ce moment. Il y a aussi des ruptures conventionnelles collectives. L'effet, c'est qu'on peut avoir un des effets qu'il faut regarder, si on ouvre des droits pour les démissionnaires, c'est qu'on pousse des gens à la démission, parce que ça coûtera encore moins cher aux patrons de les pousser à la démission que de négocier avec eux des ruptures conventionnelles. Ça, c'est un des Mais je comprends que vous défendiez les salariés, mais est-ce qu'il n'y a pas une tentation pour un salarié de se dire je vais pouvoir souffler 8 mois. Vous connaissez des gens qui prennent un risque d'abandonner un boulot sans être sûr d'en retrouver en partant en vacances aux Bahamas pendant 8 mois aux frais de l'assurance chômage. Ça, c'est une caricature. Non, moi, j'ai pas dit Bahamas, j'ai dit simplement souffler. Moi, je l'ai dit exprès parce qu'un député En Marche, il n'est pas là, mais c'est pas lui. Il va venir, j'espère qu'il va venir, c'est l'Arlésienne. Voilà, nous l'a sorti, mais les chômeurs, soyons un petit peu raisonnables, les gens qui ont connu le chômage, on sait que c'est une angoisse, on sait que la fin de droit, elle arrive très vite. Donc la plupart des démissionnaires, des gens qui démissionnent, il y a 1,7 million de démissions chaque année.
C'est des gens qui démissionnent parce qu'ils prennent un autre boulot. Ils vont aussitôt sur un autre boulot. Donc la question, nous, on est favorable à ce qu'on indemnise les démissionnaires, mais c'est pas parce qu'il faut favoriser la mobilité des salariés. Les gens ont besoin d'aller, de changer de boulot. On a envie de changer de boulot. Sauf qu'on n'a pas envie de tout perdre. Alors là, il faut construire une véritable sécurité sociale professionnelle. Ce que propose la CGT depuis très longtemps d'ailleurs. Voilà. Et la portabilité des droits. Et ça coûtera pas forcément extrêmement cher parce que les emplois qui seront libérés, ils vont être occupés par quelqu'un d'autre. Maintenant, la question qui est posée, il y a quelques... Donc vous ne le craignez pas comme votre collègue? Non, je ne le crains pas. Non, parce qu'elle dit quand même, il y a ce risque. Hein. C'est une collègue je ne le crains pas, il faut regarder les conditions dans lesquelles ça se passe. Il faut regarder certaines choses. Et juste une petite précision, parce que dans le débat précédent, on a dit, les travailleurs indépendants, ça explose et autres. Enfin, c'est faux. Le nombre de travailleurs indépendants, il baisse en France. Pourquoi? Parce que là où il y a le plus de travailleurs indépendants, c'est dans l'agriculture. Il y a de moins en moins de paysans. Il y a de plus en plus de travail. Il y a des travailleurs agricoles. Mais en fait, on a connu une baisse du travail indépendant en France depuis des années. Il y a une augmentation du nombre d'indépendants liés. Donc vous tordez le cou à ce que dit Emmanuel Macron. Mais il y a des secteurs qui, par contre, abusent de ce statut-là. Exactement. Voilà. Par Michel contre, Chassaing. il y a une augmentation des faux indépendants. Et là, en l'occurrence, on est avec une profession libérale. Les chauffeurs de plateforme. D'avoir un médecin qui s'installe en libéral que d'avoir quelqu'un qui est obligé d'être auto-entrepreneur, parce qu'on a même eu des cas où on a eu un type qui reprenait une boîte d'ambulance avec 40 ambulanciers et qui leur disait maintenant c'est fini, moi je suis plus votre chef d'entreprise et je vous embauche comme salarié. Vous avez tous vos boîtes. Vous êtes tous auto-entrepreneurs, vous avez votre micro-entreprise, moi je suis juste celui qui vous remet en relation entre les clients et vous, puis par contre vous me louez les ambulances. Bien sûr, système de plateforme. Regardez, Michel Chassaing, juste cette petite animation très courte pour voir l'intérêt que portent les Français à cette question. C'est très intéressant. Dans les chantiers législatifs prioritaires, vous allez le voir dans quelques instants, c'est la réforme de l'apprentissage, de la formation et de l'assurance chômage. Donc ce gros projet de loi qui va arriver dans quelques temps, 63% des Français se disent oui, ça nous préoccupe, ça les intéresse. Peut-être même se disent-ils qu'il y a peut-être une aubaine ou une opportunité. La politique d'immigration qui est un autre chantier assez polémique pour le gouvernement. Et puis la réforme du logement qui est un autre sujet qu'on ne traitera pas ce soir. Michel Chassaing, sur cette question de ce qu'expliquait Emmanuel Macron. Il y avait les insiders, les outsiders, on se rappelle de ces mots où il expliquait qu'il y avait des salariés de CDI, puis il y avait des autres qui étaient à l'extérieur, puis il parlait de cette troisième catégorie de ceux qui créent leur entreprise, qui n'étaient pas forcément des jeunes exploités à vélo, qui étaient des gens qui étaient des start-upers, qui créaient leurs entreprises et qui n'avaient pas de garde-fou. Est-ce qu'il faut leur permettre de l'avoir, ce garde-fou, même si on a bien compris que vous teniez beaucoup au mot indépendant et à son statut? Non, mais il y a incontestablement une aspiration d'une certaine partie de la jeunesse à vouloir créer sa propre boîte et à vouloir être indépendant. Alors, y résiste-t-il ou pas? C'est ça le problème. Il y en a qui sont dupés parce qu'il y a certains travaillent dans un certain nombre de plateformes qui, effectivement, respectent pas tout à fait ces règles-là. Il y a des plateformes qui respectent parfaitement et qui permettent à chacun de développer son propre business. Il faut quand même pas non plus jeter de l'eau propre sur l'ensemble des plateformes. Et puis, il y a ceux qui veulent monter leur propre boîte et croître. Et pour croître, il faut d'abord commencer par le début et par le petit. Et donc, ce qu'il faut, c'est les inciter, c'est les aider, les accompagner à créer leur propre entreprise. Il y a l'aspect formation dont on n'a pas parlé. Des indemnités. Comment? Et donc de leur garantir des indemnités, puisque c'est l'esprit du projet. Avant tout, si vous voulez, avant tout, pour favoriser le travail indépendant, il faut favoriser la création d'entreprises. D'accord, là on est parti en amont. Bon, et c'est pas les indemnités de chômage dont vous avez cité le montant tout à l'heure à 500-600 € qui vont permettre de créer une boîte. C'est pas ça le sujet. Le véritable sujet, c'est de favoriser précisément et d'apporter des aides suffisantes pour que le jeune, ou le moins jeune, ou celui qui se reconvertit, soit en mesure de créer sa boîte. C'est ça qui compte. Et alors après, qu'on crée un filet de sécurité, qu'on ne crée pas un filet de sécurité, ça dépend des conditions. Est-ce que c'est un système assurantiel? Est-ce que c'est un système généreux qui permet finalement à chacun d'avoir un minimum en toutes circonstances? Il y a des pays qui l'ont adopté. Bon, ça se discute, mais attention, comment? Et c'est pas généreux du tout. Non, mais j'ai pas dit que c'était généreux. Mais on peut en discuter. Mais attention, tout ça a un coût. Or, aujourd'hui, on est confronté à quoi? Nous, gestionnaires... C'est 8 à 14 milliards d'euros, cette mesure, si elle est appliquée telle qu'elle est. Ça dépend des mesures. C'est une étude des Échos. Ça dépend des critères. Voilà. Si effectivement, si open bar, c'est ouvert à tout le monde, effectivement, ça peut... Non, là, c'est déjà limité dans le temps, une fois tous les 5 ans. Mais quel que soit le coût, de toute façon, ça a un coût. Et réduction des indemnités. Or, aujourd'hui, on est confronté à quoi? On est confronté à un déficit chronique et un déficit cumulé. Ceci étant dit, il est à nuancer, vous avez raison de le dire, parce qu'il est très économiquement dépendant. Si la situation économique, comme c'est un petit peu le cas aujourd'hui, c'est en train de s'arranger, et ça repart, eh bien,
bien, on voit bien que ça a un impact majeur sur tous les prélèvements et en particulier sur le chômage. Oui. Et donc c'est ça le sujet. Juste un petit mot, parce que je vous donne la parole, on va entendre Emmanuel Macron pendant ses vœux, parce qu'il avait fait partager sa philosophie comme ça du travail, son rapport au travail, mais sur la liste des courses que vous allez sur la table demain au MEDEF, il y a quand même ce débat sur la durée d'indemnisation, parce que certains Français ce soir qui nous regardent se disent, mais moi ce système m'intéresse, c'est vrai que j'ai un projet, j'ai cotisé entre 5 et 7 ans, donc j'ai cotisé, je vais pouvoir bénéficier de ce droit. On va quoi? On va réduire la durée, le montant de l'indemnisation. Est-ce qu'on sera indemnisé de la même manière que lorsqu'on est licencié et qu'on a droit au chômage? Ça, on verra bien. La question qui est posée, là, il y a différents rapports. Sur les indépendants, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais sur les démissionnaires et sur les indépendants, il est question d'imaginer des droits qui soient inférieurs à ceux que les salariés ont actuellement. C'est pas le même chômage. Ça, quoi. Nous, on est totalement contre. Nous, il faut que les droits au chômage soient exactement les mêmes. Sinon, il y a un dumping. D'abord, c'est pas juste pour les personnes concernées, que ce soit démissionnaires ou indépendants. Il faut qu'il y ait des droits à la même hauteur. Et puis, sinon, ça va faire vraiment une opération de dumping. Ça va servir à dire, attendez, il y a deux catégories. Il y a ceux qui ont des droits, par exemple, forfaitaires, et puis ceux qui ont des droits proportionnels à leur salaire. Alors, on va mettre tout le monde au forfait. Ça fait des grosses économies. Donc ça, c'est les négociations qui sont sur la table, ça. Ah oui, c'est un vrai sujet. Ça va être abordé demain. Donc, on va en discuter. En l'occurrence, dans la position commune, nous avons tous dit que nous étions pour des droits qui soient contributifs. Ce qu'on appelle contributif, c'est un gros mot, mais pour dire que on a des cotisations, et du coup, plus on a cotisé, plus on a de droits. Après, il y a des limites. Il y a un minimum entre 5 et 7 ans de cotisation pour bénéficier de ce droit. Et puis, il y a des maximums. Mais en l'occurrence, il n'est pas juste qu'on se retrouve tout le monde avec 700 € par mois. C'est pas du tout. Alors, c'est pas encore ce qui est proposé, mais ça peut devenir ça. Daniel Simonet, avant d'entendre Emmanuel Macron et à défaut d'entendre un député de La République En Marche, qui d'évidence ne viendra pas. Voilà, cette réforme sur l'assurance chômage est extrêmement inquiétante. On va voir ce que va donner les négociations et vraiment, je pense qu'il faut que toutes celles et ceux qui nous écoutent réalisent qu'il va falloir absolument que les salariés et les citoyens et citoyennes, on s'en mêle et on s'en préoccupe, parce que le projet de Macron, c'est d'abord de faire la chasse aux chômeurs. On va en reparler tout à l'heure. Mais pour vous, c'est une chasse. On chasse les chômeurs? Oui, bien sûr que si. Bien sûr que si. Vous vous rendez compte jusqu'à présent, déjà, c'était scandaleux. On vous imposait d'accepter absolument au moins les deux offres. Deux offres. Enfin, valable la réalité des offres d'emploi en ce moment. Je veux dire, l'écrasante majorité des offres d'emploi, c'est des CDD de 1 mois, qui ne correspondent pas forcément à vos niveaux de qualification, avec des statuts illégaux, enfin, je veux dire, des choses pas possibles. Et pourtant, il y a 200 000 emplois non pourvus. Mais bon, on va en parler. Pourtant, il y a des emplois. Et au bout et si vous refusez, parce que ça ne correspond pas du tout, eh bien, on va réduire de moitié vos indemnités, alors qu'on est déjà dans une situation où les chômeurs ont une grande part d'entre eux sont en situation de paupérisation, qu'on a un chômeur sur 2 qui ne touche pas d'allocation, et derrière ça, on fait miroiter que soi-disant on va donner de nouveaux droits, que ce soit aux indépendants, que ce soit aux démissionnaires, pour finalement masquer que le projet derrière, c'est encourager une société de tout le monde, petit indépendant, où on n'a plus de protection, plus de droits. J'en reviens à 45. Le projet de 1945 du Conseil national de la résistance, c'est de faire en sorte que on organise la solidarité pour justement nous protéger de tous les risques de la vie. La France insoumise défendait dans son programme l'avenir en commun et nos députés continuent à porter la question de la sécurité sociale professionnelle que les syndicats comme la CGT ont défendu et ont élaboré pour justement garantir à toutes et à tous cette sécurité-là. On n'en est pas là. C'est pas le débat, c'est pas le projet porté par Emmanuel Macron. Exactement, et la meilleure résistance, c'est d'opposer un projet alternatif. Nous sommes en capacité de penser autrement la solidarité pour justement aussi garantir à toutes celles et ceux qui subissent des périodes de discontinuité de l'emploi, eh bien d'avoir une garantie de revenus. Et c'est ce modèle-là qu'il faut absolument faire avancer. Vous l'attendez, j'en suis sûr, Emmanuel Macron. À défaut, je vous dis de parler avec Aurélien Taché, le député, on va entendre le président de la République. C'est le vœu, un peu long d'ailleurs. Qu'on revienne, si vous le permettez, sur l'histoire des emplois non pourvus. Mais vous voulez qu'on y revienne après Emmanuel Macron, peut-être? Allez, on va faire comme ça. Écoutez le président de la République, justement, il nous fait partager sa philosophie et son rapport finalement au travail. Le travail est au cœur de notre société. D'abord parce qu'il est ce qui permet à chacun de trouver sa place, de progresser dans la vie, de s'émanciper de son milieu d'origine, si c'est la volonté que chacun porte. Mais c'est aussi par le travail que notre nation sera plus forte, parce qu'elle produira, parce qu'elle s'enrichira. Nous avons besoin du travail. Et je le défendrai sans relâche, en permettant
à chaque travailleur de gagner davantage par celui-ci en formant nos concitoyens qui sont au chômage pour qu'ils puissent retrouver un travail et les compétences nécessaires pour cela, en formant nos jeunes par l'apprentissage. Le travail est le cœur de notre projet en commun. Nous avons en effet besoin de repenser un grand projet social pour notre pays. C'est celui-ci que je déploierai durant l'année qui s'ouvre. Le grand projet social du président de la République, alors il est critiqué, il n'est pas assez social pour certains élus. Non, c'est pas qu'il n'est pas assez social, c'est qu'il est antisocial. Antisocial, non, voilà, oui, soyons clairs. Voilà, moi j'essaie aussi d'équilibrer le débat, puisqu'il nous manque le député de la République En Marche. Oui. Où est-ce que les artisans, l'UDP, vous vous êtes dit, il répond par cette mesure d'indemnisation généralisée à une vraie revendication de l'artisanat et des professions libérales, ou vous vous êtes dit, mais il passe à côté parce que c'est pas ça qu'on veut? Avant de porter un jugement de ce niveau-là, ce que je voulais dire, c'est plusieurs choses. D'abord, premièrement, il n'est pas illogique dans un système qu'on vérifie un certain nombre de choses et que on corrige des abus s'il y a des abus. Alors, je ne dis pas que les abus sont majoritaires, je ne dis pas que les abus expliquent le déficit d'assurance chômage, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement que tout système a besoin d'être moralisé et d'être contrôlé, c'est parfaitement normal. Je pense que là-dessus, qu'il faut pas monter trop au créneau là-dessus, il faut pas non plus qu'il y ait des persécutions, évidemment, de chômeurs. Mais là, il y a un durcissement. Et il y a un durcissement, et en plus, il supprime quand même 50 millions d'euros au service public de Pôle emploi, et il y a une suppression des... non, mais c'est pas exactement le même sujet, parce que là aussi... Pour l'accompagnement des chômeurs, oui, mais il faut analyser les chiffres. Les chômeurs, leurs difficultés dans la recherche d'emploi, il faut y répondre, même si le problème est d'abord et avant tout un problème de pénurie d'emploi. Non, mais je suis d'accord là-dessus. Alors après, le deuxième sujet, il n'est pas illogique non plus. Je comprends bien que vous soyez gêné aux entournures concernant le statut, à la fois différent, qui peut être différent en fonction de la démission ou celui qui est licencié. Je suis pas gêné dans Donc je comprends, mais le sujet, ça a quand même une certaine logique, dans la mesure où il n'est pas complètement illogique qu'on favorise et qu'on aide plus celui qui est au chômage parce qu'on lui a imposé, il n'a pas voulu, que celui qui l'a choisi. Donc c'est pas complètement Donc cette disparité de niveau de... En clair, qu'il y ait le paquet qui soit mis sur le salarié qui est licencié, c'est pas illogique par rapport à celui qui décide. Je lève le doigt. Le travailleur, quand même, le salarié, le travailleur... C'est intéressant comme argument, si je peux me permettre. Je suis libre d'un côté, de l'autre on me l'impose. Oui, mais celui qui est libre, la profession libérale que vous représentez, l'artisan qui a décidé de monter sa boîte, d'accord, il est indépendant et là il est vraiment indépendant. Sauf que le salarié qui est complètement, le travailleur qui est complètement dépendant d'une plateforme, qui a un seul donneur d'ordre. Il n'y a pas que des gens qui bossent sur les plateformes. Je parle du salarié démissionnaire. Oui, mais alors, on parlait des c'est ça que je veux dire. Sur les démissionnaires, je suis désolé, il me semble que... Il lève la main, il dit moi je suis intéressé, je veux bénéficier de ce droit. Alors, à minima, c'est ce qu'il faut travailler, c'est quand on doit avoir le droit de changer de boulot. On doit avoir le droit de changer de boulot sans tout perdre. Il y a plein de gens qui ont envie de changer de boulot, entre tout perdre et pas tous les droits. Parachute doré, un parachute doré, excusez-moi, mais l'assurance chômage, c'est pas un parachute doré. Non, mais c'est pas ça que je dis. Vous l'avez jamais connu. Mais entre le parachute total, la protection à 100%, et quand on fait c'est une marge. Si celui qui démissionne, les gens qui démissionnent, il faut quand même savoir que c'est qu'ils ont un projet derrière, je leur dis, parce que la plupart du temps, ils reprennent un boulot. Et puis par ailleurs, quand on se retrouve au chômage, on se retrouve avec 57% de son salaire, c'est-à-dire quasiment la moitié. C'est ça, du brut, 57% du brut, certes. Oui, d'accord. Mais enfin, il n'empêche que vous retrouvez, et c'est limité dans le temps. Ça dure 2 ans au maximum, sauf pour les plus de 55 ans, 3 ans. Donc certains ont évoqué même de réduire cette durée d'indemnisation. Exactement. Parce qu'en Allemagne, c'est limité à 1 an et autres. Donc, on a déjà énormément de gens qui arrivent en fin de droit. C'est un fait. Il y a 48% des gens qui arrivent en fin de droit. Donc ça, c'est déjà un élément très important. Donc, ils n'ont pas retrouvé du boulot après, en ayant épuisé leurs droits. Donc on a un vrai problème. Mais le sujet est totalement différent de celui qui démissionne pour retrouver un autre boulot. La démission de celui... Les personnes peuvent... Il faut les aider. Il faut aider, par exemple, les gens qui se retrouvent à vouloir changer de boulot et qui ont besoin d'une formation pour ça. Et là, on n'a pas beaucoup parlé de ce sujet. Justement, on allait y arriver. C'est un des sujets qui va être en négociation. Voilà. Nous, on porte... Les accompagner par une formation. On parlait à la négociation sur la formation professionnelle. On revendique, par exemple, le gouvernement veut supprimer un dispositif qui pourtant marche très très bien, qui s'appelle le CIF, le congé individuel de formation, qui permet aux gens de faire une vraie reconversion. C'est quoi, c'est 1 an, un CIF? C'est à peu près 1 an maximum. Ça peut être moins, mais c'est jusqu'à 1 an maximum. Congé individuel de formation. Ce CIF, c'est quasiment le seul dispositif qui est à la main du salarié, qui permet à ce que le salarié fasse la formation qu'il veut
et qui correspond de boulot. C'est ça. Ça, c'est une vraie mobilité. Et ça, c'est une mobilité qu'il faut encourager. On venait juste de mettre en place une expérimentation pour avoir un CIF pour les demandeurs d'emploi, un CIF chômeur, qui est en train de se mettre en place dans quelques régions et quelques professions. Et là, on nous dit, le CIF, il faut le supprimer, et on n'est pas sûr qu'il soit maintenu et qu'il continue à être financé, parce que là, c'est aussi ça, c'est l'information que vous nous donnez. Oui, mais c'est ça le lien. Si, à minima, on veut avoir des salariés qui aient des droits ouverts en cas de démission, il faut l'ouvrir, par exemple, à des gens qui décident de démissionner parce qu'ils ont envie de changer de boulot. Et ça, c'est parfaitement légitime. Je me permets de vous poser la question. On est bien d'accord que dans l'esprit du gouvernement, au-delà de la promesse de campagne qui était brute, il est bien précisé quand même dans le début de vos négociations que la personne qui démissionnera, quel que soit son niveau d'indemnité, aura un projet. Il faut que cette personne ait un projet, on est bien d'accord. C'est quand même... C'est logique. Écoutez, il faut franchement que ce soit lié, ça me paraît... D'accord. C'est logique. Il faut qu'on mette un système qui ait du sens. Le sens, c'est quoi? C'est changer de métier pour avoir un autre projet en tête et essayer de le mettre en œuvre. Ça ne veut pas dire qu'il réussisse à tous les coups, malheureusement. Donc, il ne faudra pas une émission forcée des gens à 58-59 ans, comme on le connaît déjà sur la rupture conventionnelle, avec un pic où on voit une poussée considérable de gens qui sont mis au chômage, soi-disant de façon volontaire, et en réalité, on les a poussés vers la sortie. Ça, c'est une vraie question. Sur la chasse aux chômeurs, parce que là, il y a un débat, il y a quand même la question du contrôle, Daniel Simonet, c'est-à-dire que vous étiez très, très combattante sur ce mot, on dit on chasse aux chômeurs, mais il y a aussi des Français qui disent mais c'est vrai qu'il faut peut-être quand même contrôler notre système, qu'il faut voir s'il fonctionne. Écoutez, on a des salariés de l'UNEDIC, vous savez, les demandeurs d'emploi sont déjà dans une situation de harcèlement, à faire des démarches régulièrement, sans cesse. Donc, franchement, c'est pas ça la priorité. La priorité, surtout quand on regarde les chiffres, les demandeurs d'emploi ont de grandes difficultés dans l'accompagnement. Allez devant un pôle emploi, écoutez les témoignages des chômeurs qui vont au pôle emploi, et écoutez les témoignages des salariés de Pôle emploi. Il y a eu des suppressions et des suppressions de postes à Pôle emploi. On ne leur permet pas, à Pôle emploi, il y a une souffrance au travail terrible, on ne leur permet pas de faire un véritable travail d'accompagnement vers l'emploi. Vous avez des suicides à Pôle emploi, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, d'un point de vue déontologique, ils s'engagent dans ce métier-là pour accompagner des chômeurs, et qu'est-ce qu'on leur fait faire? Finalement, on ferme les antennes de Pôle emploi les unes après les autres, on pousse à la numérisation, et ensuite on pousse au flicage. Et le modèle, c'est l'Allemagne et les réformes Schwarz. En Allemagne, il y a plusieurs années, on a imposé aux demandeurs d'emploi allemands de devoir accepter n'importe quel job, y compris des jobs très peu rémunérés. Tout le monde se félicite parmi les libéraux. Oh, regardez, le chômage a baissé en Allemagne, 5,7%. Et résultat, on a 17... Une paupérisation Il y a 5 fois plus de travailleurs en Allemagne. Absolument. On n'est pas dans cette situation-là. Il ne faut pas non plus... Énormément pas faire peur non plus à tout le monde. Mais aussi, bien sûr que si, parce que c'est la réalité. Il faut regarder la réalité. Monsieur Macron est en train de... Non, mais je ne suis pas là pour défendre Monsieur Macron. Ah, vous êtes là pour défendre Monsieur Macron. Ah, il y a un vide à côté de vous. Il est en train de prendre toutes les mesures structurelles de casse des droits des salariés. Bientôt, il y aura aussi les débats sur le service public CAP 22. Toutes ces réformes structurelles qui sont exigées par l'Union européenne, par la Commission, et qui sont des réformes structurelles libérales, mais bien sûr, à laquelle il adhère. Préserver le travail, il le dit. C'est un représentant de l'oligarchie qui fait la politique du MEDEF. Il adhère à cette logique libérale. Eh bien, cette logique libérale va à l'encontre du socle républicain social que nous avons bâti après des décennies et des décennies de lutte 1945, sociale. vous avez ce qui compte quand même. 36, 45, je peux vous reposer ma question. 68. Quand vous entendez cette promesse d'indemnisation élargie au plus grand nombre, vous vous dites, nous les artisans, on s'y retrouve pas. Quelles sont ce soir vos revendications? Et est-ce que vous vous retrouvez dans celles que propose Emmanuel Macron? Parce que j'ai eu le sentiment que les artisans ou les indépendants avaient d'autres demandes, notamment sur la formation, sur l'apprentissage, sur des choses que vous réclamiez. Et en même temps, Emmanuel Macron vous dit, vous allez pouvoir avoir des indemnités si vous fermez la boîte. Ce qu'on demande surtout, nous, c'est qu'on soit préventif. En clair, ce qu'il faut, c'est développer la formation, on en a parlé, et puis surtout favoriser l'emploi. Parce que plus on va créer des emplois, et naturellement, moins on aura de chômeurs. Tout le monde est d'accord. Oui, ça, c'est Janine n'a pas dit ça, on est d'accord. Pour créer des emplois, il y a des solutions.
il y a effectivement des conditions économiques générales qui ne sont pas propres à la France, qui sont parce qu'on vit dans un monde, mais il y a aussi les entreprises qu'on doit favoriser ou pas. Or, aujourd'hui, il faut bien reconnaître qu'on a une politique de l'emploi qui est axée quasi exclusivement sur les grandes entreprises. On parlait du MEDEF, qui n'est pas axée sur les petites entreprises. Et c'est dans les petites entreprises qu'il y a des gisements d'emploi, en particulier dans les aides à la personne. Oui, mais Macron est déconnecté de cette réalité-là. Et la réalité, c'est celle-là. Il est connecté avec le 440, il n'est absolument pas connecté avec cette réalité-là. Dans ce qui nous est proposé, ce sont des mesures d'assistance, ce sont des mesures qui sont destinées à pallier lorsqu'on est en situation de difficulté, de détresse, mais on retrouve peu de mesures en faveur de la formation. Ceci étant dit, on a une négociation qui est en cours sur la formation, donc j'imagine l'apprentissage, j'imagine qu'on abordera ces sujets, mais encore moins. Alors on a un projet de loi, le projet de loi Le Maire sur la croissance des entreprises qui va venir au printemps. Eh bien, je vous donne mon billet. Je suis quasiment sûr que ce projet de loi va concerner uniquement les PME, comment faire d'une PME une ETI, c'est-à-dire une entreprise à taille intermédiaire, c'est-à-dire faire grossir encore un peu plus les entreprises qui sont déjà grosses. Or, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est faire en sorte que les entreprises déjà qui n'ont pas de salariés embauchent, et celles qui en ont peu en embauchent un de plus. Oui. Voilà. Et ça, eh bien, c'est toute une dynamique nouvelle qu'il faut mettre en place, et c'est vraiment pas ce qui est mis en place. Gravouille, il y a le statut des auto-entrepreneurs, parce qu'il avait été pas mal trituré par le gouvernement précédent, puis là, il devient micro-entreprise, avec une augmentation du chiffre d'affaires, qui d'ailleurs intéresse d'assez près les artisans, parce que c'est une concurrence peut-être par rapport à l'artisanat. Vous en pensez quoi, vous? Parce que là, on n'est pas uniquement sur des garçons à vélo qui vendent des plats préparés le soir, c'est des gens qui créent une entreprise, ils ont créé leur micro-entreprise. Vous pensez qu'ils doivent bénéficier d'indemnités? Les trois quarts des auto-entrepreneurs arrêtent au bout de 2 ans. Et les 3 quarts n'ont pas d'activité suffisante. Voilà. Donc il faut quand même limiter. On nous parle d'1 million d'auto-entrepreneurs. En réalité, il y a quelques centaines de milliers de personnes qui en font l'activité principale. Donc il faut regarder la réalité des chiffres. Mais quand j'entends Michel Chassaing, je suis d'accord avec lui sur un point, mais il faudrait peut-être que le petit patronat s'affranchisse du grand. Parce qu'à chaque fois dans les négociations... Le petit patronat, c'est par la taille ou par le nombre des petits patrons, les représentants des artisans, les représentants des CPME ne s'affranchissent pas des diktats du MEDEF à chaque négociation. Je prends un exemple. Sur les négociations sur l'assurance chômage, il y avait un moyen de réduire les déficits, c'est d'augmenter les cotisations sur les salaires de plus de 12 000 euros. Il n'y en a pas dans vos entreprises. Même vous n'êtes pas payé ce salaire-là. Vous n'avez pas voulu, il y avait que ça concernait 130 000 personnes, en gros, les cadres des grandes entreprises. Et les artisans sont rangés sous le... Et là, vous n'avez pas voulu, vous avez préféré qu'on baisse les droits des chômeurs plutôt que d'augmenter les cotisations sur les 130 000 plus hauts salaires de France. Vous qui êtes au cœur du réacteur des négociations, vous savez aussi que les règles de représentativité font qu'il y a quand même une certaine marginalisation, malheureusement, des représentants des petits employeurs. Je suis d'accord avec vous, sauf qu'il faut que je vous invite à changer d'alliance. Et là, en l'occurrence, il y a des intérêts, peut-être pas, mais en tout cas, rejoindre les intérêts de défendre. Moi, je suis d'accord avec vous qu'il y a plein d'emplois à créer dans les petites entreprises, mais il faut aussi vous affranchir de vos donneurs d'ordre. Là, il y a quelque chose qui est très intéressant. Mais il faut nous aider aussi. Je suis d'accord. J'avais un chiffre à vous montrer, mais allez-y. Mais je suis sur un point là, sur le contrôle des chômeurs. Je vais quand même dire un petit élément. Il y a 200 000 emplois non pourvus. Alors les 200 000 emplois non pourvus. Ce chiffre revient en boucle. Ça, par exemple, c'est une tarte à la crème qu'on nous sort régulièrement. Il faut le ramener aussi au nombre de chômeurs. Par rapport à 3,5 millions de chômeurs en catégorie A, et on regrette 6 millions de personnes en réalité. Bon, et puis les emplois non pourvus, c'est des emplois qui sont non pourvus le temps que les employeurs trouvent la personne, pour une part, parce qu'on ne met pas un coiffeur pour faire un boulot d'ingénieur ou inversement. Ça, c'est un peu une tarte à la crème aussi, mais c'est comme ça que il est difficile de recruter la bonne personne pour le bon emploi. C'est la première des choses. Le nombre d'emplois non pourvus, il augmente plus le taux de chômage est bas. Parce que c'est plus difficile de recruter quand il y a moins de personnes sur le marché du travail. Ça, donc il va augmenter ce chiffre parce que le chômage baisse là. Là encore, les petites entreprises, elles ont du mal à recruter parce qu'elles n'ont pas de service de ressources humaines. Et là, il y a un vrai travail à faire pour qu'il y ait un vrai service public à l'emploi. Daniel disait pour les aider, les accompagner. Il faut qu'il y ait du monde à Pôle emploi, il n'y a plus assez d'agents. Il faut qu'il y ait du monde qui s'occupe des petites entreprises, qui les aide à les mettre en relation. Et là, ça, c'est pas des algorithmes, de compétences, de formation. Moi, j'entends des petits patrons qui ne trouvent pas le salarié, ne trouvent pas le plombier. Le sujet, bon, alors c'est... Mais on a fermé des lycées professionnels. Les fameux emplois non pourvus, bon,
on a l'habitude de dire c'est marronnier, etc. Il faut pas nier, ça existe aussi. Hein. Ça existe aussi, et en particulier sur nous qui avons des difficultés à trouver les compétences. Oui, mais je le redis. Et on en revient au problème de formation. On a du mal. Dans les métiers de bouche, on a d'une part un stock, si j'ose dire, c'est un vilain mot, c'est un mot d'économiste, de chômeurs qui est très important. Et de notre côté, on a un certain nombre d'employeurs, d'entreprises qui ont du mal à recruter parce qu'ils ne trouvent pas les bonnes compétences. Parmi ceux, donc il y a un vrai sujet. Il n'y a personne qui refuse de prendre du boulot. Ça, c'est faux. Il n'y a personne qui refuse de prendre du boulot. Par contre, il y a des gens qu'on ne peut pas prendre parce qu'il n'est pas adapté à leur formation. Regardez ce chiffre. Mais il y a quand même des gens sur lesquels il y a un problème de formation et d'orientation dans ce pays qui est très important. J'espère que la concertation sur l'apprentissage nous permettra d'avancer sur ces sujets. Simonet, ce chiffre, avant de parler de PIMKI et de PSA, parce que je voulais qu'on termine l'émission aussi sur un autre débat qui touche aux questions de licenciement, qui sont indirectement et voire même très directement liées à ces questions. 86% des chômeurs, c'est une source Pôle emploi, parce qu'il y avait ce rapport Pôle emploi, respectent les conditions de recherche d'emploi sur 269 000 inscrits à Pôle emploi contrôlés entre 2015 et 2016, et il restait, je crois que c'est 14%, c'est le chiffre qui était sorti. C'est la différence. Voilà. Mais 14%, ça représente du monde quand même. Oui, sauf que les 14%, là, très rapidement, certains ont dit, ah bah donc il y a 14%. Oui, c'est ça, non mais éclairez-nous, parce que... Et les 14% des personnes qui ne respectent pas les conditions de recherche d'emploi, c'est quoi? C'est des gens qui étaient inscrits à Pôle emploi, mais qui ont trouvé, par exemple, un CDD, un contrat à durée déterminée de 2 ou 3 mois, et donc on a considéré qu'ils ne sont plus à la recherche d'un emploi, donc on les a sortis de la liste. D'accord. Mais ce ne sont pas des fraudeurs. Là, les 14%, très vite, certains ont dit, bon, donc il y a 14% de fraudeurs. Mais en réalité... Mais excusez-moi, on appelle les fraudeurs ceux qui travaillent au noir, c'est-à-dire qui touchent le chômage et qui ont un boulot au black, comme on dit. La fraude, je mets des guillemets. Cherche pas vraiment du métier du travail. D'accord. La fraude. Ils vivent sur des activités parallèles. La fraude aux prestations sociales, à Pôle emploi comme au reste, c'est 0,4%. Il y a 0,4% de fraudeurs parmi les demandeurs d'emploi. Donc la réalité... C'est difficile à chiffrer quand même. Non, il y a des rapports. Il suffit de le rapport de Jacques Toubon, défenseur des droits, qui n'est pas spécialement un gauchiste, mais qui dit des choses intéressantes ces derniers temps, a fait un rapport il y a pas longtemps sur le rapport aux prestations sociales, qui est extrêmement intéressant. Mais je parlais des demandeurs d'emploi, ceux qui ont une activité parallèle non déclarée et qui... C'est par définition difficile à... Et on ne sait pas. Et donc c'est difficile à savoir. Mais vous savez, donc ça veut rien dire ces chiffres. Non, mais sur ces débats de fraude... Mais c'est pas 14%, c'est là qu'il faut le dire. D'abord, c'est pas du tout 14%. Ouais. On ne sait pas trop combien travaillent en parallèle. Par contre, on a de plus en plus d'études, au contraire, sur un vrai problème qui est tous ceux qui ont droit, que ce soit à l'assurance chômage, que ce soit un certain nombre de droits et de prestations sociales, et qui n'y accèdent pas. Parce qu'ils ne font pas n'ont pas fait toutes les démarches, et parce qu'ils ne sont pas au courant, parce qu'ils sont en situation le problème de l'accompagnement. Oui, mais ils sont en situation d'être brisés socialement et qui ne vont pas accéder à ces droits. Donc mettons le paquet pour l'accès aux droits. Tout le problème est la philosophie globale. Sur la question des fraudes, on sait qu'il y a beaucoup plus de fraude fiscale. C'est 80 milliards de fraude fiscale. Vous revenez au col blanc, hein, c'est pas d'accord. D'optimisation fiscale du point de vue, des patrons du CAC 40, des grands actionnaires, et pas de la base. Et après, le problème, c'est qu'on a un gouvernement qui a une certaine philosophie. Quand vous avez Madame Pénicaud, qui est ministre du Travail, et qui, justement, elle, quand elle était DRH chez Danone, a fait plus de 670 infractions au Code du travail, qu'elle n'a pas hésité, qu'elle n'a pas hésité à toucher par ailleurs 1 million de stop-auction dans une période où Danone licenciait 600 emplois. On voit bien, ils sont déconnectés. Nous avons des dirigeants dans ce gouvernement. 671 infractions au Code du travail. Qu'est-ce qu'elle a fait c'est des infractions de nature diverse, mais non-respect du Code du travail. Donc on est... Mais oui, mais c'est important de comprendre que ceux qui vont faire cette politique de chasse aux chômeurs, nous imposent non seulement une certaine politique libérales, mais sont dans une logique de défense des intérêts d'une caste dominante qui ne correspond absolument pas aux 90% de la société active, de la population active, qu'elle soit salariée ou qu'elle soit petit chef d'entreprise, artisan, commerçant. Je voulais qu'on termine sur les ruptures conventionnelles collectives, parce que c'est le prolongement des ordonnances travail. Ils ont été, les décrets d'application sont sortis en décembre, et donc les chefs d'entreprise, des grands patrons, justement, on les ont utilisés. Regardez ce sujet de Stéphanie Despierres. Il y a le dossier PIMKI. Martine Aubry s'est d'ailleurs exprimée aujourd'hui en expliquant que c'était tout simplement des licenciements déguisés, en prenant la parole aujourd'hui de Lille. Et puis il y a le dossier PSA, ce sont deux entreprises très différentes. PIMKI est en difficulté, PSA ne l'est pas. Regardez ce sujet de Stéphanie Despierres. Le coup près est tombé chez PIMKI.
La direction veut supprimer 208 postes en utilisant la rupture conventionnelle collective. Sauf qu'il faut l'accord des syndicats et la CGT, syndicat majoritaire, n'en veut pas. On nous parle de volontariat, alors que concrètement, on annonce aux salariés ne pourront pas être classés. Ce n'est pas des ruptures conventionnelles collectives. C'est un plan de sauvegarde de l'emploi caché. Pour la direction, une rupture conventionnelle collective permettrait une réorganisation rapide de Pimki, dont le chiffre d'affaires recule. Avec ce système, plus besoin de justifier de difficultés économiques, comme c'est le cas pour un plan social classique. Autre secteur, l'automobile et même système. Ce matin, la direction de PSA devrait proposer une rupture conventionnelle collective. Mais là, contrairement à Pimki, le constructeur automobile se porte bien et même très bien. Pour la CGT, cette nouvelle procédure est un plan social permanent et une machine à fabriquer de la précarité. Dans ces usines, ça tourne encore une fois en sur-régime. 90% des lignes de production sont tenues par des intérimaires, par des jeunes qui ne demandent qu'à avoir un contrat en CDI. Donc si un groupe comme PSA, qui est multimilliardaire, qui s'apprête à annoncer un nouveau record de bénéfices au 1er mars, si lui, il n'embauche pas et qu'il continue à supprimer des emplois, c'est pas comme ça qu'on va résoudre le chômage de masse en France. Force ouvrière, le syndicat majoritaire chez le géant de l'automobile, est plus pragmatique. Il faut savoir que chez PSA, on a déjà ce qu'on appelle le DAEC, qui permet ce genre de rupture. L'employeur verse une certaine indemnité et le salarié, lui, part soit pour créer son entreprise, soit pour aller chez un autre employeur, soit pour aller en congé senior, etc. etc. Donc ça n'a pas changé réellement grand-chose chez PSA. Chez PSA ou chez Pimki, les syndicats accepteront-ils la rupture conventionnelle proposée par la direction? Réponse dans quelques jours. Vous êtes favorable? Alors, ça ne concerne pas les artisans, les professions libérales, parce que vous êtes médecin, des petites structures, mais est-ce que vous dites que cette souplesse-là, finalement, elle est utile? Anticiper la crise avant d'arriver au dépôt de bilan et puis réembaucher derrière, parce que c'est exactement ce qu'explique Emmanuel Macron. Moi, je crois qu'on crie trop vite, hein. Ça veut dire que les ordonnances ont le mérite quand même de mettre en place un certain nombre de souplesses, parce qu'on a un système qui est très rigide, beaucoup trop rigide, et cette rigidité explique en partie, je ne dis pas en totalité, mais en partie, les difficultés d'emploi. Parce que n'oublions pas, le chômage résulte surtout du fait qu'on ne recrute pas suffisamment. Ça veut dire qu'il y a des stratégies d'évitement qui font qu'on a un code du travail qui est trop compliqué, on a des procédures qui sont trop compliquées, qui ne sont pas comprises. Et donc qui dissuadent les chefs d'entreprise. Notamment par les petits, petits employeurs. Et donc, au lieu d'embaucher, ils ont des stratégies d'évitement. Discours officiel de qui? Ils refusent des marchés. Qui nous sort tout le patronat. Je suis désolé, Michel, de l'entendre, de vous le dire comme ça, mais à chaque fois que, par contre, il y a les enquêtes qui sont faites sur les chefs d'entreprise pour savoir pourquoi ils n'embauchent pas, les vraies enquêtes qui sont menées par le ministère du Travail, des enquêtes de fond. C'est la complexité. La première des réponses, c'est laquelle? Le carnet de commande. Non, la première des réponses, c'est le carnet de commande. Pas pour les petits employeurs. Regardez les propres sondages parmi vos propres rangs ou parmi. C'est l'inquiétude de séparer d'un collaborateur. On a pu l'entendre aussi. Pas dans les TPE. Ça, c'est dans le discours idéologique, pas dans la réalité. Vous avez un raisonnement qui, je m'excuse de vous le dire, qui est surtout axé. Mais de toute façon, tout le fonctionnement du dialogue social est exclusivement, quasi exclusivement, centré sur le problème et la problématique des grosses entreprises. Ça n'est pas vrai dans les TPE. C'est pas le sujet. Le sujet des TPE, c'est que c'est une montagne d'embaucher quelqu'un. Aujourd'hui, entre ne pas avoir de salariés et embaucher quelqu'un, croyez-moi, quand vous êtes chef d'entreprise, ça change votre vie. Déjà, on va vous dire, monsieur, que perdre son emploi, si toutes les petites entreprises qui sont largement majoritaires, il ne faut pas oublier que les 3/4 des entreprises françaises, sont des TPE. Et si chacune d'entre elles embauchait ne serait-ce qu'un demi-poste, mais croyez-moi, on aurait résolu pas mal de chômage. Idéologie, Daniel Simonet, allez-y. N'oublions pas une chose. Parce que le chef d'entreprise, la TPE, il galère quand même. Quitter son emploi est un véritable drame, d'abord. Mais je ne dis pas le contraire. Donc, perdre son emploi est un véritable drame. Donc, il est normal de protéger la situation du salarié et qu'il ne puisse pas se faire virer comme un Kleenex du jour au lendemain. Et en aucun cas, il n'est acceptable de faciliter cela. C'est pas le cas aujourd'hui. Bien non, je ne vous rassure pas, parce qu'hélas, les attaques qui ont été imposées par les ordonnances Macron
sont très problématiques et beaucoup d'entreprises. La barémisation. Beaucoup d'entreprises sont en train, beaucoup de salariés dans leur entreprise sont en train de connaître la dure réalité de l'application des ordonnances Macron. Maintenant, sur la question des accords... des ruptures conventionnelles collectives. C'est des accords d'entreprise. Des ruptures conventionnelles collectives. Validées par les syndicats. C'est une hypocrisie totale. Parce qu'en fait, on cache derrière des plans de licenciement. Avec, préventif, par contre, sans les obligations du plan licenciement. Alors c'était déjà hypocrite quand hier on appelait ça les plans de sauvegarde de l'emploi pour finalement se faire des plans de licenciement. C'était quand même dans le jargon, le fameux PSE, dans le jargon libéral, un sacré foutage de gueule de parler de plans de sauvegarde de l'emploi quand on il y avait de l'accompagnement, ils sont signés par les syndicats. Des conditions. D'abord, il faut absolument il faut être dans une situation économique difficile, voilà. Ce qui est le cas de Pimki d'ailleurs. C'est pas hélas toujours le cas parce que je peux vous dire en ce moment sur Lafarge on est en train de découvrir que les inspecteurs du travail se disent mais il n'y a pas du tout de situation économique difficile. Pourquoi est-ce que vous faites tous ces licenciements? Bon, des grandes entreprises qui se comportent comme des voyous et qui... Vous voyez qu'on parle des grandes entreprises parce que ce sont les grandes entreprises. Parce que c'est des grandes entreprises qui en profitent. Parce que les grandes entreprises comme Lafarge ou comme PSA, eh bien eux c'est du préventif. Mais c'est pas du préventif. Les dividendes des actionnaires n'arrêtent pas d'exploser. Mais le syndicaliste de FO, quand même, assez calmement, explique que tout ça va rien bousculer du tout. Combien il se fait, monsieur Tavares? J'ai oublié, hélas, mais ça se calcule en années de SMIG, ce qu'il gagne. Est-ce que c'est normal d'avoir de tels écarts? L'entreprise, c'est vos collègues des FO qui disent, nous, on est habitués à ça. Par exemple, rappelait qu'il y a les lignes de production qui sont occupées à 90% par les intérimaires. C'est-à-dire le cœur de production qu'on nous donne comme le cœur de production. Ce sont des emplois précaires, en tout cas des emplois. Pourquoi est-ce que c'est pas des CDI là? Peugeot va bien, peut embaucher des CDI. Donc on va pas nous dire que Peugeot a des difficultés pour embaucher. On avait évoqué pendant les débats. Mais Peugeot a le droit de se restructurer. Pour peu que les salariés soient d'accord et que les syndicats. Attendez, vous ne pouvez pas empêcher les syndicats de signer des accords d'entreprise. Est-ce que les droits à privilégier, c'est les droits de la redistribution des dividendes aux actionnaires ou c'est le droit de sauver la vie des salariés dans l'entreprise? Or, aujourd'hui, dans les entreprises, ce qu'ils privilégient à chaque fois, c'est baisser le coût du travail, faire en sorte de pouvoir licencier quand on veut, voilà, comme si les salariés n'étaient pas des hommes et des femmes avec une vie derrière, avec une vie, avec des enfants, avec ce qu'il faut protéger. Et au lieu de ça, on privilégie les intérêts à court terme, de la rentabilité pour les actionnaires. Mais voilà, à chaque fois, c'est le logique qu'il y a derrière. Le débat sur les CDI de chantier, pour clore ce débat, parce qu'on a parlé du chômage, les négos commencent demain, je leur dis ça va durer 6 semaines, mais il y a eu ce débat pour le clore sur les CDI de chantier, l'idée que on adaptait finalement en fonction de la production, ça peut être le cas pour l'automobile. Est-ce que vous êtes fermement opposé ou est-ce que vous dites cette souplesse est utile à notre économie? Tout à fait utile. Le CDI de chantier, on est totalement contre, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est pire que le CDI et pire que le CDD. Un CDD, ça sert, c'est comme le débat sur le CPE qu'il y a eu en 2006, ça sert à précariser à la fois les CDI, on va créer un motif de licenciement qui est la fin du chantier, mais on est dans l'activité permanente. Une entreprise, elle travaille et les CDD sont même parfois plus protecteurs que les CDI de chantier puisqu'il s'agit de pouvoir licencier la personne à tout moment, ce qu'on ne peut pas faire avec les CDD. Et c'est ce dont a rêvé Villepin, ce dont a rêvé tous les gouvernements libéraux depuis quelques années. Et ça, évidemment... Et donc, se satisfassent les syndicalistes FO interrogés. Vous parliez de Mercier tout à l'heure, mais vous les avez entendus comme moi. Enfin, ils disent, après tout, on est habitué à ce modèle. Voilà, on nous propose des reclassements, on crée une entreprise, on s'en va. Il y a une forme de souplesse, même dans l'esprit de vos collègues syndicalistes. En Allemagne, puisque on prend le modèle allemand, on nous prend ou le modèle allemand. Alors là, on prend tout ce qu'il y a de pire dans le modèle allemand sur les sanctions contre les chômeurs. Il y a quand même un chômeur sur 3 qui est sanctionné en Allemagne. Il faut quand même l'avoir en tête pour dire que sur les sanctions, c'est très important. Mais par exemple, en Allemagne, ils savent maintenir l'emploi quand il y a des difficultés économiques plutôt de licencier. Et ça, nous, on ne sait pas le faire. On appelle chômage technique. Pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas là-dessus? Vous en pensez quoi? De maintenir l'emploi plutôt que de virer les gens. Une entreprise, c'est un tout. Une entreprise, c'est évidemment les dirigeants, c'est les
salariés, c'est des actionnaires, enfin bref, c'est tout un ensemble. Et tout ça doit converger pour un intérêt collectif et commun. D'accord? Et donc, c'est pas les uns contre les autres. Vous dites ça aux gens qui sont licenciés, que vous êtes un tout. Mais non, mais c'est pas ça que je dis. Je parle du CDI chantier, donc c'est pas illogique. Dès lors que vous avez une situation qui est instable, eh bien les entreprises ne vont pas être dynamiques, ne vont pas investir, ne vont pas prendre des risques. Alors c'est un tout. On veut développer, si on veut prendre des marchés à d'autres, eh bien il faut accepter que tous ceux de l'entreprise y contribuent. Mais pas dans n'importe quelles conditions, évidemment. Eh bien, parce qu'il y a des soupapes de sécurité. Il faut les maintenir, mais il ne faut pas non plus empêcher toute souplesse. C'est ça le sens de l'histoire. La flexibilité, mais la sécurité, on ne l'a toujours pas vue. Merci. Vous voyez, c'était mon lancement du début d'émission. Oui, après 55 minutes de débat passionnant, sans notre député fantomatique qui n'est donc pas venu, eh bien, c'est ce débat qui sera soulevé sur la flexi-sécurité. Quel abandon de poste, hein. Un abandon Franchement, de poste. Pas sérieux, la République en marche. Moi, je dis c'est des députés pas sérieux. Pas sérieux, je ne sais pas. Enfin, on en saura plus, évidemment, après notre émission. Denis Gravouille, merci. Vous serez aux premières loges pour la CGT, pour ces négociations assurance chômage. Merci de nous avoir éclairés. Merci à Danielle Simonet, oratrice pour la France Insoumise et coordinatrice du Parti de gauche. Voilà, j'ai dit l'essentiel. Et merci à Michel Chassant. Vous êtes le vice-président de l'UDP. C'est 2,3 millions d'adhérents, d'artisans, de professions libérales. Et vous représentez les professions libérales. Merci à vous trois. J'ai l'habitude de dire merci à vous quatre. Ça fait tout drôle. Demain, on parle de la Chine. Oui, Emmanuel Macron est rentré de ce long voyage en Chine. Près de 54 heures pour découvrir, comprendre, apprendre cette culture, cette civilisation. Eh bien, on en parlera demain soir avec des contrats à la clé, peut-être. Bonne soirée, à demain. Droit de suite, c'est dans un instant. Inédit sur LCP. Les artistes, c'est un peu comme des éclaireurs. Ce sont toujours des gens qui ont un pas en avant. Et la culture, c'est aussi important pour ça. Les Visiteurs du Soir, c'est une rencontre entre une personnalité du monde politique, Bruno Studer, et une personnalité du monde de la culture, Ariane Ascaride. Moi, mon instrument, c'est mon corps, c'est ma voix. Vous êtes vraiment faite pour cette émission. Non, mais vous aviez dit qu'on avait le droit de ne pas être d'accord, mais là, je suis entièrement d'accord. Les Visiteurs du Soir, présentés par Nathalie Kuman. Vendredi à 19h30. Ils sont enfants ou petits-enfants de nazis, un héritage effroyable qui a conduit certains d'entre eux à s'installer en Israël et parfois même à se convertir au judaïsme par culpabilité, par responsabilité ou pour tenter de réparer les crimes de leurs aînés descendants de nazis. L'héritage infernal, c'est dans Grand Écran. Grand Écran, présenté par Valérie Brochard, dimanche à 20h30.